Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur les suites du scandale tentaculaire Panama Papers. Et maintenant, comment vont être menées les enquêtes, notamment en France? Analyse aussi ce soir de cette globalisation du journalisme qui a conduit plusieurs rédactions dans le monde à fournir une cascade de révélations. Le débat est à suivre. De quoi le mouvement Nuit debout est-il le nom? Depuis quelques nuits déjà, ce rassemblement citoyen occupe la place de la République à Paris. En province aussi, ce mouvement s'organise. Objectif, devenir les nouveaux indignés, comme en Espagne. On en parle tout à l'heure. Enfin, l'entretien ce soir avec le philosophe Michel Onfray. Ses deux récents ouvrages, Penser l'islam et Le miroir aux alouettes, poussent à la réflexion avec une dose de provocation. Invité exceptionnel, Michel Onfray, à suivre tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci de votre fidélité. Vos questions, vos réactions via notre hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Blanchiment de fraude fiscale aggravée. La justice française vient d'ouvrir une enquête suite aux révélations du Panama Papers. La plus grosse fuite de documents de tous les temps. 11 millions de fichiers révélant des montages financiers offshore. Des sportifs, des businessmen et des personnalités politiques du monde entier sont cités. Un grand parti politique français serait même concerné. Samia Dechir. Lionel Messi, Vladimir Poutine, Jackie Chan, Xi Jinping. Jusqu'ici, ils n'avaient rien en commun, mais tous sont désormais liés au plus grand scandale fiscal jamais dévoilé. 140 personnalités auraient dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Parmi eux, 12 chefs d'État et de gouvernement directement visés, comme le Premier ministre islandais, visiblement très embarrassé hier soir lors de cette interview à la télévision suédoise. Þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sinni búinn að kynna mér. Plata mig í viðtal og... Un scandale nommé Panama Papers. C'est là qu'est basé Mossack Fonseca, le cabinet au cœur de l'affaire. Spécialiste de la domiciliation offshore, Mossack Fonseca aide ses clients à créer des sociétés écrans pour dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux. C'est de là qu'est venue la fuite. 11,5 millions de documents fournis par un mystérieux lanceur d'alerte. L'affaire promet encore de nombreuses révélations. Le Monde s'apprête à dévoiler le nom d'un parti politique français impliqué dans Panama Papers. On l'a vu, 12 chefs d'État sont cités dans ces listings. Parmi eux, Petro Poroshenko, le président ukrainien, ou encore le roi Salman d'Arabie Saoudite. Des proches de Vladimir Poutine seraient mis en cause. Moscou s'est insurgé ce soir. Des fichiers relient également, par l'intermédiaire de proches, aussi le président chinois Xi Jinping à ce nouveau scandale financier. 1000 ressortissants français sont aussi concernés, des noms déjà bien connus comme Jérôme Cahuzac ou encore Patrick Balkany. Ce matin, François Hollande a salué le travail des lanceurs d'alerte avant de promettre des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. On écoute le chef de l'État. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Vous savez que depuis plusieurs années, nous menons cette lutte contre la fraude fiscale. Rien que pour l'année 2015, 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations, parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. Toute autre chose, maintenant, va-t-on vers une sortie de crise dans le dossier qui oppose taxi et VTC? L'État vient de proposer le rachat de certaines licences de taxi, un rachat qui s'appuiera sur un fonds de garantie pour les taxis volontaires. Mounir Soussi. Le gouvernement sur la voie d'une sortie de crise dans le conflit entre les taxis et les VTC. Le secrétaire d'État au transport met sur la table une mesure qui pourrait satisfaire les chauffeurs de taxi, mobilisés depuis plusieurs mois contre la concurrence des véhicules avec chauffeur. Alain Vidalis propose de racheter les licences des conducteurs souhaitant s'en séparer sous plusieurs conditions. L'État s'engage à reprendre les licences au prix d'achat indexé sur l'inflation et non au prix du marché.
Un fonds de garantie doit financer ces dépenses et pour éviter qu'elles reposent sur les finances publiques, le gouvernement sollicite la solidarité de la profession. Le prélèvement d'un pourcentage sur chaque course de taxi et VTC pourrait être la solution. Les syndicats sont satisfaits car cette mesure répond à une de leurs demandes. Si tous les taxis du pays décidaient de vendre, la facture oscillerait entre 5 et 8 milliards d'euros. On reviendra bien sûr dans quelques instants sur cette information avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Des ferries ont quitté aujourd'hui la Grèce direction la Turquie avec à leur bord des migrants. C'est l'application directe de l'accord signé entre l'Union européenne et les autorités turques. C'est désormais sur le sol turc que le filtrage devra s'opérer. L'agence Frontex prévoit déjà d'autres départs cette semaine. Le Premier ministre turc a lui appelé ses forces de l'ordre à bien traiter les réfugiés. On en parlait, le Panama Papers, nouvelle fuite internationale, nouvelle révélation sans précédent sur les paradis fiscaux. C'est notre premier débat ce soir. Oui, la question que l'on se pose est celle-ci. Et maintenant, quelles conséquences? Alors que l'on découvre l'ampleur de l'affaire Panama Papers sur les paradis fiscaux, la question des poursuites, des enquêtes, des éventuelles condamnations est posée, en sachant que cela touche une galaxie de personnalités très diverses. Alors, autre aspect que nous évoquerons aussi ce soir, c'est ce journalisme global qui a conduit justement à révéler des enquêtes. Sans oublier bien sûr la source, le lanceur d'alerte. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais retour sur ces différents aspects avec Mounir Soussi. Ces images d'un hélicoptère de l'armée américaine tuant une dizaine de civils en Irak en 2010 marquent un tournant dans le monde de l'information. C'est un militaire américain qui a transmis la vidéo au site Wikileaks. Cette plateforme, dont les sources reposent sur des fuites de documents officiels fournis par des lanceurs d'alerte, va être à l'origine de nombreuses révélations. Au début, principalement axée sur les bavures de l'armée américaine et la politique extérieure des États-Unis, la publication de milliers de câbles diplomatiques des ambassadeurs américains va secouer l'administration Obama. En 2013, la stupeur monte d'un cran quand Edward Snowden, un employé de la NSA, révèle que l'agence américaine espionne les communications de plusieurs chefs d'État européens. Depuis 3 ans, c'est le système d'évasion fiscale à l'échelle internationale qui est dans le viseur. La mondialisation de la finance a poussé les journalistes de 76 pays à s'unir autour d'un consortium pour traiter les données collectées. Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, autant d'affaires qui mettent à nu les mécanismes utilisés par les banques pour dissimuler des avoirs dans les paradis fiscaux ou aider leurs clients à se soustraire à l'impôt. Et nos invités pour en parler ce soir, Eric Alt, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes magistrat, membre du conseil d'administration de l'association Sherpa, qui a pour but de lutter contre les crimes de nature économique. Merci de nous accompagner. Christian Delporte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des médias, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et directeur de la revue Le Temps des médias. Nous accompagne également Nicolas Arpadjian, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes directeur à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et également expert en cybersécurité. Alors messieurs, tous les superlatifs sont utilisés, Eric Alt, pour décrire ce scandale à géographie mondiale dont on découvre l'ampleur et ce n'est pas fini, comme dans un feuilleton tenant en haleine les spectateurs et les lecteurs. L'onde de choc est vraiment profonde, très forte. Oui, l'onde de choc est profonde, mais ce que je voudrais insister, c'est sur le fait que ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il y a des victimes. Le consortium des journalistes a mis en ligne une petite vidéo dans laquelle ils expliquent que ces supports de fraude et d'évasion fiscale ont permis de financer la guerre en Syrie, ont permis de recevoir le fruit de traite d'êtres humains en Russie, ont eu des conséquences dramatiques sur le système de santé en Ouganda. Et d'une certaine façon, nous tous, nous sommes victimes. Il y a une fraude fiscale qui, en France, est estimée à environ 60 milliards d'euros par an. C'est plus que le service de la dette. Autrement dit, sans cette fraude fiscale, le problème de la dette se trouve singulièrement allégé. Mais vous insistez, je vais m'arrêter sur ce point de votre argumentaire, sur les victimes. Christian Delporte, on a vu le président de la République, François Hollande, réagir quand même assez vite, en tous les cas en parlant des personnalités françaises, des cas français, pour parler d'éventuelles suites, conséquences, enquêtes et puis procès. Ça va aller si vite dans cette tentaculaire affaire, le temps de faire le tri, de mener toutes ces enquêtes, parce qu'il y a peut-être des révélations, mais il faut maintenant les enquêtes. Bon, d'abord, il y a un an de travail. Je veux dire qu'effectivement, il y a eu toutes ces sources qui sont arrivées chez les journalistes, mais ensuite, ils ont travaillé. Ils ont fait leur travail de journaliste. Ils ont recoupé, ils ont vérifié, ils ont interrogé, et c'est au bout d'un an
qui nous donne ces informations, et ces informations vont venir par vagues. Donc nous ne sommes qu'au début de l'affaire, mais ce qui me semble intéressant, c'est que les puissants pensaient que dans un monde globalisé, ils étaient protégés. Le journalisme d'enquête vient nous prouver le contraire, car le journalisme d'enquête aujourd'hui s'internationalise à travers le consortium des journalistes qui existe en fait depuis le siècle dernier, depuis la fin du siècle dernier. Mais entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses, et notamment l'arrivée des lanceurs d'alerte. Un monde globalisé, Nicolas Arpajon, avec une rapidité justement de transmission de données et de données gigantesques. Là, on parle de masse considérable. Alors, effectivement, c'est d'autant plus important qu'il a fallu extraire ces données et qu'ensuite il a fallu les analyser. Ce qui est intéressant dans le mode opératoire décrit par les journalistes, c'est qu'en fait, face à cette masse qui est disparate, parce qu'il y a des emails, il y a des comptes, il y a des contrats, il y a des dispositifs de création d'entités, donc on est dans quelque chose qui est extrêmement disparate en termes de forme. Il a fallu utiliser un système de sonde, c'est-à-dire mettre des mots, un peu comme quand vous recherchez un mot dans un document, de manière à essayer de voir s'il apparaît. Ce qui est conséquent, c'est effectivement de se dire que déjà le cabinet, pour l'instant, et moi je trouve ça assez notable, ne conteste pas la réalité des informations qui ont été publiées. Avant, on pouvait éventuellement s'interroger en disant « oui, mais ce sont des faux grossiers », on essayait de saper l'autorité de ces messages en disant, mais effectivement, en contestant leur réalité et en essayant de délayer la démonstration de la preuve. Ce n'est pas la ligne de défense qui a été retenue. Que ces données leur ont été probablement dérobé. Et alors, effectivement, se pose la question, alors, à des purement termes d'organisation, c'est effectivement parce que les entreprises, les États sont de plus en plus préoccupés par le fait qu'un individu isolé, vous avez cité le cas de Bradley Manning, vous avez cité le cas évidemment d'Edward Snowden, qu'est-ce que c'était? C'était des salariés qui avaient un usage légitime du système d'information de leur organisation, de leur entreprise, et à un moment, pour des raisons personnelles, propres, ils ont décidé de faire un pas de côté et d'extraire ces informations de manière à les rendre publiques et à révéler ce qu'elles contenaient. Alors vous n'avez pas l'information, mais vous pensez que ça peut être le même cas de figure, un lanceur d'alerte, un individu pour des... Un individu, la seule chose la question qui se pose, c'est que par exemple dans le cas des banques, suite effectivement, puisque les entreprises réagissent en quelque sorte, ripostent en termes d'organisation, en général, celles qui détiennent des informations sensibles séquencent, c'est-à-dire qu'elles n'autorisent pas un même individu à extraire et déjà à avoir accès et à extraire des très grands volumes de données. D'ailleurs, on l'avait vu le cas avec Edward Snowden qui avait emprunté à des collègues de travail leur code de manière à additionner en quelque sorte la puissance de consultation de ces codes qui correspondaient à différents individus. Là, ce qui est impressionnant, c'est la masse de données qui est rendue disponible. Et je voudrais qu'on poursuive sur ces différents points parce qu'il y a l'aspect cybersécurité, l'aspect média et l'aspect un peu plus justice, puisque vous êtes magistrat et récalte. J'ai une question un peu plus parallèle. Est-ce que vous pensez qu'aucun gouvernement n'était tenu au courant de cela, ni la France, ni le ministère des Finances français, vu l'énormité quand même des données? Michel Sapin avait dit l'année dernière qu'on allait surveiller particulièrement les flux financiers en provenance du Panama, sans quoi il était bien informé. Cela dit, j'ai aussi regardé, en juriste, ça m'intéresse de savoir, nous avons une liste de paradis fiscaux. Est-ce que le Panama est juridiquement je ne l'ai pas trouvé dans cette liste. Eh bien, il ne l'est pas. Il est sorti en 2012. Et il y a 6 pays qui sont relativement insignifiants sur le plan de la puissance financière, qui font partie des paradis fiscaux listés par la France et donc envers lesquels on peut avoir des mesures de sanctions financières. Donc là aussi, on a un problème. Et puis, s'agissant des poursuites, moi, j'aimerais bien que lorsque ces données sont accessibles en France, il y ait des poursuites judiciaires. Le Sénat, la semaine dernière, a fait sauter le verrou de Bercy, c'est-à-dire le monopole du ministère des Finances en matière de poursuite. Il l'a fait contre l'avis du gouvernement, mais peut-être le gouvernement pourra-t-il changer d'avis d'ici le retour de ce texte à l'Assemblée nationale. C'est très important, vous insistez sur les suites, et là c'est les très nombreuses réactions justement par Christian Delport de ces suites. Si on se souvient, il n'y a pas si longtemps, le scandale LuxLeaks, il y avait eu donc toutes ces relations entre le Luxembourg et des grandes entreprises. Nicolas Arpajon, il y avait eu Ikea, Pepsi, etc. d'autres. Elles ont eu des problèmes depuis? Il y a eu des suites? Alors en fait, il faut après faire la distinction entre ce qui est légal et ce qui est amoral. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça, c'est la différence entre la fraude et l'optimisation fiscale. La seule chose, c'est que dans le cas de ces personnels politiques, effectivement, ils exercent des responsabilités dans leur pays, ils tiennent un discours à leur opinion publique, et donc effectivement, c'est en quelque sorte la situation schizophrène entre leurs actes dans leur vie personnelle et parce qu'ils exigent
de leurs opinions publiques, de leurs contribuables. Et donc effectivement, on peut avoir, et c'est pour ça que le fait de l'analyse détaillée est importante, parce qu'on peut tout à fait être présent dans cette liste et l'être de manière totalement légitime, c'est-à-dire qu'il n'est pas a priori illicite de détenir un compte au Panama. La seule chose, c'est que, vu toutes les embûches que ça demande, l'investissement humain, l'effort de traduction, le Panama n'est pas dans notre zone de chalandise naturelle, enfin en tout cas c'est pas pour la France, effectivement déjà on peut s'interroger sur la nécessité de passer par ces intermédiaires qui manifestement déploient des talents et une créativité. C'est intéressant, vous êtes d'accord messieurs, il faut faire évidemment la distinction, c'est à la justice de le faire entre ce qui est illégal et immoral, Christian Delporte, parce que là c'est un tout généralisé, un global dont on parle. Mais ce que font les journaux actuellement, ils ne portent pas un jugement moral. Je veux dire, ils révèlent un certain nombre de choses. Beaucoup qui le commentent, si, après, peut-être. Les commentaires sur l'information, ça, c'est autre chose. Et la manière dont nos hommes politiques vont se saisir de cela à des fins partisanes, c'est autre chose. Mais les journalistes font d'abord un travail d'enquête, un travail d'investigation. C'est votre avis, Eric Lal? Oui, et j'espère que les politiques s'en serviront aussi pour améliorer la législation. Car il y a aussi un enjeu, s'agissant par exemple du contrôle des sociétés écrans. Dans cette affaire de Panama Papers, il y a 15 600 sociétés écrans et il y a aussi 511 banques intermédiaires. Et donc la question est de connaître les bénéficiaires réels des sociétés écrans, de permettre l'accès du public au registre des bénéficiaires de sociétés écrans. Ce sont des textes qui sont actuellement en train d'être discutés. J'espère qu'ils seront adoptés dans un délai bref. C'est un vœu pieux, vous l'espérez vraiment? Non, il y a une directive blanchiment du 20 mai 2015. Il est question de transposer en France cette directive par ordonnance. Donc on peut raisonnablement penser qu'au moins pour la France, ce sera fait. Maintenant, restent les pays du G20 et les oligarchies qui gouvernent certains des pays du G20. Alors je voudrais qu'on revienne, Nicolas Arpadjian et Christian Delporte, sur l'aspect de cette affaire, c'est le consortium de journalistes. C'est ce qu'on appelle la CIJ, c'est ça? Oui. Bien cela, plus de 380 journalistes qui ont travaillé sur ces fichiers. On commence à connaître la méthode. Nicolas Arpadjian, c'est pas nouveau avec cette internationalisation. C'est déjà parce qu'il faut déjà de la matière grise, il faut déjà de la disponibilité humaine pour traiter un si grand volume de données. Donc c'est déjà nécessaire pour que ce soit même économiquement faisable. La deuxième chose qui est très importante, c'est la mise en forme. Rappelons-nous que Wikileaks, dans sa première édition, avait comme idée de dire nous allons rendre disponibles des télégrammes diplomatiques et la seule lecture de ces télégrammes par l'opinion publique fera qu'il y aura un mouvement d'adhésion, ou en tout cas l'opinion publique va s'en saisir. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que des télégrammes diplomatiques, ce sont des langages complexes, avec des codes, avec des références, des noms, des éléments géographiques qui sont complexes à aborder. Et en fait, l'opinion publique, face à cette masse-là, n'a pas été en mesure de se l'approprier. Et donc, il y a eu une deuxième vague qui a été de dire on va y associer les journaux. C'est ce qui est arrivé, notamment, effectivement, avec des grands médias, le Guardian en Grande-Bretagne, enfin, qui se sont associés. Donc là, ils ont tiré la leçon d'une fait qu'il fallait faire de la pédagogie et de l'explication de texte. Ce n'est pas uniquement des données en disant vous comprendrez et vous pourrez en tirer profit. Et la deuxième chose, c'est, alors évidemment les gens peuvent voir ça comme étant de la mise en scène ou de la scénarisation, mais il est aussi important de séquencer la prise de parole. Pourquoi? Parce que le risque serait de donner une avalanche d'informations, que les gens soient un peu abattus, abasourdi et qu'à ce moment-là, ça fasse flop en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens noyés sous cette masse ne pourraient pas en tirer les conséquences. Expliquer, la pédagogie, séquencer aussi. Christian Delporte, quel est votre regard? On est un peu plus habitué à ces enquêtes globales aujourd'hui, mais ce travail que vous saluez, que nous saluons, dans l'intérêt général, dans le plus grand secret, pendant un an, avec autant de médias, sans aucune fuite, c'est presque miraculeux. Oui, c'est assez miraculeux. On peut penser que certains savaient, certains savaient sans doute au plus haut niveau, ce n'est pas possible. Certains États, parce qu'évidemment, le travail d'enquête, parce que le travail d'enquête, il commence à partir du moment où on a les données, où on va les recouper, où on va les vérifier. Donc on va rencontrer un certain nombre de personnes. Ces gens-là peuvent sans doute parler. Donc d'autres savaient sans doute. Mais c'est un travail, effectivement, un travail de fourmi. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des pratiques très différentes du journalisme d'un pays à l'autre. Et là, cette internationalisation de l'enquête finit par les unifier, ce qui est sans doute une assez bonne nouvelle.
Alors au cœur aussi de cette affaire, il y a l'aspect dont on a souvent parlé du lanceur d'alerte. Alors est-il aujourd'hui une personne ou un collectif de personnalités? Vous vouliez réagir là-dessus? Alors oui, tout à fait. Pour l'instant, ce lanceur d'alerte est protégé par le secret des sources. Mais on a des lanceurs d'alerte qui sont à l'origine des LuxLeaks, Antoine Deltour, à l'origine de l'affaire HSBC et de l'affaire UBS, Françoise Gibault et Hervé Falciani, Stéphanie Gibault et Hervé Falciani. Et ces lanceurs d'alerte ne sont pas du tout soutenus par l'État français. C'est un État français très ingrat. Pour me permettre de l'avoir lu, pour dire que je l'ai eu en ligne parce que nous avons souhaité l'inviter. Effectivement, elle n'est pas du tout soutenue et elle raconte une sorte de traversée du désert. Elle l'avait dit d'ailleurs sur ce plateau. Donc il y a à la fois ce problème humain qui est un vrai problème et puis un problème législatif. Car actuellement, la protection des lanceurs d'alerte est éclatée. Il n'y a pas de loi globale qui permet de définir les lanceurs d'alerte, qui permet de dire il y a une autorité qui les prend en charge. Alors, il y a un projet de loi Sapin qui est à venir pour mieux protéger ces... Il doit être encore enrichi des travaux du Conseil d'État, car en l'état, ce projet de loi ne contient que très peu de dispositions sur les lanceurs d'alerte. Mais un point intéressant, Nicolas Arpajon, François Hollande a félicité aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Il a raison sur ce cas précis, mais prenons un exemple, celui qui a révélé les câbles diplomatiques et qui a donc révélé une partie de la politique et peut-être sensible des États-Unis. S'il l'avait fait en France, est-ce qu'on l'aurait félicité aussi, ce lanceur d'alerte, dans ce domaine-là? Alors en fait, effectivement, vous avez raison de distinguer deux séquences. La séquence dans le cas des États-Unis considère que la personne, il s'avère que dans un cas c'était un militaire, Bradley Manning, et dans le cas d'Edward Snowden, un co-contractant, donc il n'est pas militaire mais co-contractant de l'administration américaine, qui donc avait évidemment, le cabinet Booz Allen, qui était son employeur, avait évidemment des clauses de confidentialité. Là, vous avez une atteinte à la loyauté vis-à-vis de votre employeur. C'est toute la question effectivement du lanceur d'alerte et du statut de traître pour les uns, en tout cas héros salvateurs voilà, pour les autres. Et donc effectivement, c'est pour ça que les États-Unis ont coupé en deux la thématique en disant effectivement il y a la personne qui lance l'alerte qui peut être quelqu'un qui fait défaut à son engagement, mais par contre celui qui va la diffuser, la divulguer sera protégé par le premier amendement sur la liberté d'expression. Et donc, effectivement, la caisse de résonance rendra justement toutes ses chances à cette dénonciation, sachant évidemment que là, on va appeler l'opinion publique au secours et on va en faire un sujet, effectivement, qui relève justement du débat sociétal, du débat où effectivement les uns les autres vont pouvoir mesurer. Le risque étant d'en faire juste un élément de contentieux qui ne serait uniquement apprécié par les seuls experts. C'est l'avantage de pouvoir porter sur la place publique un tel débat. Par contre, effectivement, il faut de la cohérence, c'est-à-dire que les héros sont des gens qui ont besoin d'être salués par les autorités politiques, mais après, effectivement, ils ont leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Leurs proches. Leurs proches, ça ne s'arrête pas aux seules félicitations, fussent-elles présidentielles. Et puis, il faut aussi être cohérent. Julian Assange a diffusé des informations dont la France a pu tirer profit et il a demandé l'asile à la France et ça ne lui a pas été accordé. Et quelle conclusion vous en tirez? La décision a été prise, eh bien, j'en tire un peu la conclusion d'un double langage quand on félicite les lanceurs d'alerte et quand on traite les lanceurs d'alerte comme ils sont traités. Et là, je citais le cas de Julian Assange. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a deux catégories de lanceurs d'alerte? Certains que l'on félicite pour l'intérêt général quand ils révèlent des affaires comme celle-ci, et d'autres, rappelons que Wikileaks, quand même, ça avait quasiment ébranlé de nombreux pays. Hein. Il y a eu des changements. On a même dit que c'était à l'origine de certains, on a dit, je ne sais pas si c'est vérifié, de certains printemps arabes, si on peut les appeler encore ainsi, Christian Delport. Oui, quand c'est source de déstabilisation diplomatique, quand ça révèle des secrets militaires, sans doute. Mais des lanceurs d'alerte, il y en a toujours eu, en fait. On les appelait pas comme ça. On les appelait pas comme ça. Je veux dire qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Watergate si un jour un chef du FBI n'était pas arrivé avec des informations au Washington Post. Il n'y aurait pas eu de Pentagon Papers à l'époque, en 71, si un expert militaire n'avait pas révélé un certain nombre d'informations au New York Times. Donc ça prend évidemment aujourd'hui une ampleur massive et surtout internationale qui change complètement les données. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Si vous deviez retenir, Eric Alt, pour vous, il va y avoir maintenant une succession de révélations. Un élément, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette affaire tentaculaire? On a parlé du lanceur d'alerte, on a parlé quand même de la somme et des données, de la somme des informations. Qu'est-ce qui retient votre attention? C'est l'ampleur de la richesse manquante des nations. C'est de l'argent qui nous est confisqué. C'est 5-6% de la richesse nationale et peut-être beaucoup plus dans certains États qui sont ainsi confisqués, qui s'évaporent et au profit de certains.
Même question, Nicolas Arpaggio. Alors, en fait, moi, ce qui m'intrigue maintenant, c'est de savoir justement ce qui sera fait de ces dénonciations. C'est-à-dire, effectivement, il va se jouer, notamment dans les démocraties. On voit bien que certains régimes autoritaires sont pas plus émus que ça après toutes ces révélations et voient ça comme étant une attaque politique venant de l'étranger. Par contre, c'est dans les systèmes démocratiques. Que va-t-il advenir en termes de procédure et surtout en termes de délai pour que ça ne soit pas enlisé dans un cadre technique, mais effectivement qu'il y ait des conséquences qui soient tirées avec des individus qui seront désignés, des montants qui sont affectés. Et effectivement, cette occasion, au-delà de l'indignation temporaire, effectivement, de voir comment est-ce que durablement ça va pouvoir avoir des conséquences, justement pour que la norme revienne et prenne le dessus et fasse de réintégrer ces sommes autant que possible dans la richesse collective. Christian Delporte, une question, spécialiste de médias que vous êtes, j'ai vu fleurir, est-ce qu'il faut s'en étonner, sur les réseaux sociaux déjà, les théories du complot, en disant que finalement ça ne sort pas à n'importe quel moment, que ça affaiblit certains comme Vladimir Poutine et Bachar al-Assad. Encore une fois, la théorie du complot, quand il y a ces affaires, c'est presque consubstantiel maintenant. Oui, certains ont même dit qu'étrangement, il n'y avait pas d'Américains dans la liste. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais pour autant, moi, ce que je retiens surtout, c'est que les journalistes, à travers cette enquête, renouent avec une certaine idée de la mission. Le journaliste, c'est pas un métier comme les autres. Et le fait même qu'il recherche une forme d'intégrité publique me semble être la meilleure nouvelle qu'on puisse annoncer dans le monde, et notamment aux Français. Mais le journaliste dans beaucoup de cette médias affaire ne serait rien sans le lanceur d'alerte. Ah mais évidemment, il y a peu de il y a une vision romantique du journalisme d'enquête qui consiste à croire que le journaliste se réveille un matin en disant je vais enquêter sur tel ou tel sujet. Mais le travail de pédagogie est déterminant parce que sans transmission, il n'y a pas de réalité de l'infraction et donc son appropriation par l'opinion publique. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est un véritable feuilleton. Merci beaucoup messieurs pour votre analyse et ce débat. Restez avec nous. Autre actualité en France avec cette information. Ce soir, l'État qui va racheter une partie des licences de taxi. Alors, quelles sont les conséquences? C'est l'édito Écho ce soir. Alors que les taxis ont bloqué aujourd'hui la ville de Toulouse, une bonne partie de la journée pour protester, vous le savez, contre la concurrence des VTC, eh bien le gouvernement vient d'annoncer tout à l'heure qu'il allait faire un geste en leur faveur en créant un fonds de garantie pour racheter une partie des licences. On en parle avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, est-ce que ce geste, d'abord, est de nature à calmer la colère des taxis? Sans doute en partie. Mais quand on regarde bien en détail, si j'ai bien compris, on va rembourser la valeur des licences des taxis qui vont partir à la retraite. Et enfin, pour l'instant, il n'est question que de 2 milliards d'euros pour uniquement les taxis parisiens. Or, un taxi qui a acheté, qui va partir à la retraite, qui a commencé sa carrière il y a 30 ou 40 ans, eh bien, en fonction de l'inflation, il y a une multiplication par 6. Mais la valeur de sa licence, même si elle s'est effondrée ces 2 dernières années, a été multipliée par 20. Donc, autrement dit, la plus-value qu'il espérait par rapport à cette fameuse licence, il ne l'aura pas, il aura simplement la compensation de l'inflation. Cela dit, si on lui donne 200 000 euros pour racheter sa licence, donc en fonction de l'inflation, il le place chez un assureur, il abandonne son capital à son décès. En gros, ça lui fera un complément de retraite de l'ordre de 500 à 600 euros par mois, ce qui n'est pas totalement négligeable. Cela dit, le problème du taxi, c'est bien entendu la valeur de sa licence qui gage sa retraite future, mais c'est surtout l'effondrement de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que depuis l'entrée de Uber et VTC et compagnie, il y a un véritable effondrement du business. Or, on a beau faire, on ne peut rien faire. Et là-dessus, on ne pourra pas agir pour le taxi. La solution pourrait peut-être venir de dire, ben, écoutez, je vais rembourser pendant 2 ans seulement, je vous donne un délai de 2 ans, vous choisissez, et je rembourse l'ensemble des... Et après, vous ferez la même chose, vous irez chez Uber, mais vous aurez la compensation. Parce que pour l'instant, il n'est pas dit dans le communiqué du ministère des Transports que l'État s'engage ad vitam aeternam à rembourser la valeur des licences jusqu'à ce que le dernier des 55 000 taxis aujourd'hui en activité s'en aille. Ce n'est pas dit. Donc cette précision mériterait d'être utile. Mais si on rembourse l'ensemble des licences, ça fait 8 milliards d'euros. Alors vous regardez, ben, le compteur commence à tourner. Justement, Jean-Louis, est-ce que le gouvernement ne met pas là un doigt dans l'engrenage? Ben, moi, je pense que c'est la grande question. Parce que comment se fait-il que l'État puisse racheter quelque chose qu'il n'a pas vendu?
Parce que c'est ça le problème. Il ne l'a pas vendue, cette licence, et il va aller les racheter. Vous prenez un petit commerçant qui a acheté son fonds de commerce. Le préfet, la municipalité a autorisé l'installation d'une grande surface à, disons, 1 kilomètre de son petit commerce. Son fonds de commerce ne vaut plus rien quand il part à la retraite, plus rien du tout. Donc il pourrait être en droit de dire, écoutez, remboursez-moi la valeur de mon fonds de commerce. Vous prenez un médecin, il s'est installé. Quand il s'est installé, il a acheté la clientèle. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins. Donc sa clientèle ne vaut plus rien. Il suffit que le nouveau médecin qui a son diplôme mette sa plaque, il y a une queue dans sa salle d'attente pendant 3-4 mois. Donc celui qui a acheté la clientèle il y a 30 ans qui pensait fonder sa retraite grâce à cela, eh bien, il n'a plus. Il pourrait dire à l'État, écoutez, moi, vous avez changé les données du problème, je veux que vous me remboursez la valeur de la clientèle. Donc autrement dit, tous ces gens-là vont dire au gouvernement, sans doute, vont dire, écoutez, ça suffit maintenant, ces taxis nous mènent en bateau, quoi. Merci beaucoup Jean-Luc Gombaud pour votre analyse. La suite de notre émission dans quelques instants. Tout à l'heure, ce sera l'entretien avec ce soir le philosophe Michel Onfray. Mais d'abord, il est tout juste 22h30. Le point sur l'actualité avec Paul Bouffard. On en parlait il y a quelques instants, cette onde de choc dans le monde entier après les révélations du Panama Papers. En 2012 et 2013, 2 commissions sénatoriales s'étaient penchées sur ces possibilités d'évasion fiscale. Les sénateurs avaient livré à l'époque leurs préconisations, pas toujours suivies d'effet. Stéphane Amalian. Placer de l'argent hors de France n'est pas en soi illégal. Mais dissimuler ses avoirs au fisc constitue une fraude. Et un manque à gagner pour l'État, il serait proche des 80 milliards d'euros par an. Des propositions avaient été formulées par le Sénat en 2012 et 2013 pour prévenir les abus, notamment l'instauration d'un délit d'incitation à la fraude fiscale, la création d'un haut commissariat à la protection des intérêts financiers publics attaché au Premier ministre et un plus grand recours aux poursuites judiciaires. Des propositions qui ne sont pas reprises par la loi du 5 novembre 2013 qui donne un nouveau cadre à la lutte contre la fraude fiscale, avec notamment la création d'un procureur financier national, des amendes plus sévères et un recouvrement rapide des sommes dues à l'État. En 2015, la lutte contre la fraude a permis à l'État de recouvrer plus de 12 milliards d'euros et 2,65 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Antiterrorisme maintenant. La semaine dernière, le Sénat a durci le projet de réforme pénale post-attentat, notamment en matière de lutte contre le financement de ces réseaux terroristes. On voit les détails avec Sandra Cerquera. Un projet de réforme pénale durci par le Sénat pour lutter contre le financement du terrorisme. Les sénateurs renforcent les pouvoirs de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Le service de renseignement pourra interdire aux banques de fermer les comptes de certains suspects. L'objectif, éviter d'alerter les suspects et de compromettre les coups de filet. La contrefaçon en bande organisée, qui sert souvent à alimenter les caisses du terrorisme, est aussi sanctionnée plus lourdement par le Sénat. 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Autre mesure forte, les auteurs de fraude fiscale à des fins de financement d'activités criminelles pourraient être poursuivis directement par le parquet financier et non par Bercy comme aujourd'hui, mais le gouvernement s'y oppose. Le dernier mot reviendra aux sénateurs et aux députés qui devront désormais s'entendre en commission mixte paritaire sur un texte commun. Elle s'appellera désormais Grand Est. La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine a été rebaptisée. Ses habitants ont voté. 75% d'entre eux ont choisi ce nouveau nom. Un plébiscite salué par le président du conseil régional, Philippe Richert. On l'écoute. La participation et l'implication de nos concitoyens étaient pour nous nécessaires pour que ce ne soit pas, une fois de plus, un choix purement politique. On sait tous les débats qu'il y a eu. Je m'en félicite vraiment, j'en suis heureux. Je n'ai aucune difficulté à dire qu'aujourd'hui, le nom que je vais proposer au Conseil régional, ce sera bien sûr le nom de Grand Est. 5e nuit de rassemblement, de contestation, 5e nuit debout. Des manifestants sont encore réunis ce soir place de la République à Paris. Est-ce l'apparition d'un mouvement d'indignés en France? On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, c'est la question que l'on pose ce soir. De quoi le rassemblement Nuit debout est-il le nom? Ce mouvement citoyen, place de la République, réunit en nocturne des manifestants qui se veulent les nouveaux indignés français et revendiquent un nouveau modèle social. Alors au départ, le mécontentement se cristallisait autour du projet de loi travail et puis il y a une agrégation des oppositions et des mécontentements. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais justement, ce soir, c'est Aurélien Romano qui est allé place de la République recueillir les témoignages. Je vous
Quand on voit les mouvements contre la loi El Khomri, quand on voit ce qui se passe en ce moment, il fallait réagir et je trouve que c'est une belle initiative. C'est plein de bonnes idées, c'est plein d'envie, c'est plein de rêves et je pense qu'en ce moment il y en a besoin. Je trouve ça génial qu'il y ait des gens comme ça qui puissent avoir le droit de s'exprimer sur une place publique avec des gens qui les écoutent, qui les applaudissent. Il y a une vraie possibilité pour les gens de parler et de se faire écouter. Et les gens sont en train de mettre en place des plateformes, des Facebook, etc. pour proposer tout un tas d'idées. Il y en a qui vont être sur proposer des lois. Il y a un rendez-vous pour écrire une nouvelle constitution. Il y a voilà, essentiellement des espaces de parole et ça commence à s'organiser. Moi, la première chose que je retiens, c'est vraiment l'envie de réinventer la manière dont la politique fonctionne, de sortir d'une relation juste délégataire à la démocratie où on va voter tous les 5 ans, mais de dire qu'on va travailler toujours à voir comment on va chercher l'implication des citoyens. Nous inspirons un peu de tous ces mouvements, Occupy Wall Street, Occupy London, les indignés, mais pour l'instant on n'est pas encore c'est le tout début, donc l'objectif premier c'est de rester sur place, de faire émerger des idées et on verra ce que ça va donner par la suite. Voilà. Est-ce que ça va donner par la suite? On en parle avec nos invités ce soir. Alex Pellier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le vice-président de la FIDEL, le syndicat lycéen. Avec nous également Judith Vintraub, bonsoir. Bonsoir, journaliste politique au Figaro. Nous accompagne Benoît Pellistrandi, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Professeur agrégé d'histoire et spécialiste de l'Espagne. Et Gaël Brustier, bienvenue, bonsoir à vous. Chercheur en sciences politiques au CEVIPOF et également membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Judith Vintraub, d'abord, en tant que journaliste, est-ce que vous reconnaissez qu'au départ, ce mouvement, il a pris un peu de cours? Les médias traditionnels, on se demandait ce que c'était, ce que ça va donner. On n'a pas su vraiment le gérer tout de suite ou l'appréhender tout de suite. Je crois qu'on n'est pas encore en mesure de l'appréhender. C'est quand même très très récent. Ça a démarré quasiment le 31 mars. Vous le rappeliez, à partir d'une opposition au projet El Khomri, mais qui s'est très vite élargi à un mouvement anti-système, et anti-système sur 2 plans. Anti-système politique, c'est ce que disaient les personnes que vous avez interrogées. Ce mouvement, en tout cas, ce qu'on entend dire, c'est qu'il n'y a plus de crédit fait à la démocratie représentative, ce qui correspond d'ailleurs à la très grosse abstention qu'on observe chez les 18-24 ans. Pour mémoire, 65% se sont abstenus au régional, et dans le peu qui a voté, plus de 30% a voté pour Marine Le Pen. Donc il y a vraiment ces 2 façons de rejeter le système. Le deuxième niveau anti-système, c'est l'anticapitalisme, qui a l'air d'être le fond commun de ce mouvement. Donc forme nouvelle, mais vieille sauce quand même. Alex Pellier, vous reconnaissez dans ces deux tendances décrites par Judith Vintraub? Oui, en fait, dans le mouvement Nuit debout, il y a quand même, qui est composé majoritairement de jeunes, on voit quand même que les jeunes cherchent à s'exprimer par tous les moyens. Et parce que ça fait 4 ans qu'on nous avait promis quelque chose pour la jeunesse, que quelque chose allait changer. Et puis on est allé dans la rue, on a cherché à s'exprimer pendant 4 ans, mais rien n'a été fait. Et donc c'est ça le mouvement Nuit debout. Il montre comme quoi, voilà, nous en tant que jeunes, on cherche à s'exprimer par différents moyens, d'occuper une place, de faire des assemblées générales avec plusieurs personnes et où chacun s'écoute. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous appelons tous les lycéens à rejoindre ce mouvement, à rejoindre le mouvement Nuit debout dans les lycées, ou même à faire quelque chose dans leur lycée, que ce soit Debout lycée, et de faire quelque chose dans leur lycée, de s'exprimer par rapport à cette travail, mais aussi au-delà. Que ce soit pour défendre leurs valeurs, pour défendre des valeurs de la jeunesse. Mais ce qui est, Gaël Brustier, justement, pour réagir à ce que dit Alex Pellier, pourquoi le projet de loi travail est devenu l'étincelle, le déclencheur de tout cela? Parce qu'il y a une génération effectivement qui refuse d'être pris en étau entre l'état d'urgence et l'urgence économique et sociale. Et c'est vrai que le projet de loi El Khomri est arrivé à un moment, j'allais dire clé, où les gens ont fait de cet objet l'objet de cristallisation d'un certain nombre de mécontentements. C'est-à-dire que cette génération est confrontée au déclassement, elle est confrontée à la précarité, elle est confrontée à des problèmes économiques et sociaux. Et d'une certaine façon, c'est quand même la jeunesse qui encaisse le plus les ravages de la crise partout en Europe. On savait la génération 1000 € en Espagne, maintenant 450 € en Grèce, etc., en Italie, et puis ce qui s'est passé en Espagne. Ce qu'il y a de très frappant, c'est le fait que ce ne sont pas des nostalgiques. C'est-à-dire que, moi j'y étais il y a 1 heure, les conversations qu'on entend ont dépassé le simple cadre de la loi El Khomri. Ça n'est pas la défense du monde d'hier. Au contraire, c'est une quête
avec ses illusions, avec sa part d'utopie, d'une autre forme de société. Et de cela, on peut se féliciter, parce que d'une certaine manière, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ce plateau, il y a des taux d'abstention majeurs chez les jeunes. Or là, on constate une forme de repolitisation. Oui, qu'on mais qui ne passe pas par les urnes, là. Il parle non, mais qu'on pas dans sentait les de urnes. manière confuse, qu'on sentait que beaucoup d'observateurs sentaient un peu dans le pays, qui doit se confirmer, qu'il faut évidemment voir se confirmer. Mais tout de même, ce mouvement a une grande part d'intérêt, et les idées qui y sont exprimées, avec cette forme d'horizontalité qui est le propre de tous ces mouvements de contestation, cette grande place faite à la démocratie. Les idées qui sont exprimées sont intéressantes, méritent d'être écoutées, y compris de la part de ceux qui sont contestés. Ça reste un mouvement embryonnaire, hein, vous l'avez rappelé, Judith Vintraub, c'est quelques nuits pour le moment, mais Benoît Palestrandi, on voit bien qu'il y a une véritable volonté de rejoindre, de recréer le mouvement des indignés en Espagne, même si on verra quelle a été la suite de ce mouvement. Est-ce que vous croyez que là c'est le petit embryon, la petite flamme de ce mouvement ? Il y a quelque chose de similaire et les parallélismes peuvent se faire. Premier élément, les indignés, ça commence le 15 mai 2011 en Espagne, après la faillite d'un gouvernement de gauche. Les socialistes espagnols étaient au pouvoir depuis 2004. Et il se trouve qu'il y a la crise, mais en 2011, c'est vraiment la gauche qui se réinvente. Et on le voit aujourd'hui. En 2015 et 2016, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol qui se trouve concurrencé sur sa gauche par Podemos et qui a ramassé la mise. Alors je pense que si on fait le parallélisme, et je suis historien, je ne suis pas prophète, mais il me semble que le Parti socialiste a de grandes inquiétudes à se faire, et un mouvement de gauche peut se structurer et le dépasser. Mais la grande différence, c'est le système politique. En Espagne, on est à la proportionnelle, donc Podemos a pu naître et créer un mouvement qui est devenu ensuite social, tandis qu'effectivement, là, le mouvement sera laminé par la logique Je vais tous vous laisser réagir. Je lis juste à l'instant sur le site web du quotidien El Mundo, la France est aussi indignée en grand. Donc eux, ils voient, voilà. À voir quelle sera la suite. Judith Vintraub, sur ce que dit Benoît Palestrandi. Oui, non, il a tout à fait raison. Sur le débouché du mouvement, je ne sais pas. Ce rejet de la démocratie représentative va assez loin. On ne veut pas de chef, on veut pas de la règle, si j'ai bien compris, de la majorité qui a raison parce qu'elle est la majorité contre la minorité. Alors il y a des très très longues discussions pour faire émerger le consensus qui est apparemment la forme idéale de gouvernement souhaité. C'est parfaitement sympathique dans un mouvement de jeunes protestataires. En action, je ne sais pas ce que ça peut donner. En plus, contrairement à ce qu'on a pu voir, par exemple, avec le mouvement qui était franchement de droite, les veilleurs pour la manif pour tous, les veilleurs avaient, et l'ont appliqué depuis, une stratégie d'entrisme. C'est-à-dire que le mouvement en tant que tel ne s'est pas transformé en parti politique. En revanche, ils ont obtenu des places éligibles, des places dans l'appareil, les Républicains. Mais Alex Pellier, juste sur les revendications, en tous les cas, les mots d'ordre, on a entendu tout à l'heure, et j'en ai noté quelques-unes quand j'y suis passée, un système qui replacerait l'humain au centre, une nouvelle constitution sociale et citoyenne, des mœurs différentes. J'aimerais juste d'abord juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit sur ça se passe pas dans les urnes. Oui, en effet, ça se passe pas dans les urnes, et c'est pas parce que en fait la jeunesse elle est totalement dépolitisée ou elle ne s'intéresse pas à la politique. Ça veut dire qu'en fait tout simplement la jeunesse exprime une méfiance par rapport au gouvernement, par rapport par exemple au gouvernement de gauche qui a été élu en 2012 pour défendre la jeunesse, pour un changement. Et en fait, s'il y a de l'abstention, c'est qu'il y a une méfiance parce que tout simplement, on ne croit plus en rien, on n'a plus d'espoir. Et ce mouvement permet justement de faire renaître un certain espoir chez les jeunes. Mais donc par rapport aux revendications, tout simplement, voilà, en fait, si on est rassemblés aujourd'hui, place de la République, en fait, c'est pour défendre avant tout nos valeurs, des valeurs de jeunes, des valeurs de gauche, oui, qui sont pour le partage, pour plus de social, et justement que le règne de l'argent se fasse moins sentir mais justement, en fait, vous refaites le discours du Bourget, place de la République. Voilà, c'est ça. En fait, on réaffirme nos valeurs pour lesquelles on a combattu en 2012, pour lesquelles la majorité des jeunes ont élu François Hollande en tant que président, pour lesquelles les jeunes des quartiers populaires ont cru. Et c'est pour ça qu'en fait, on est place de la République. C'est vraiment pour défendre et réaffirmer nos valeurs et qu'on puisse les soumettre au président.
Oui, par rapport à ce que disait Gaël Brustier tout à l'heure, c'est tout à fait vrai qu'en termes de précarité, de logement, de chômage, de niveau de vie, la catégorie 18-24 souffre beaucoup plus que les autres. Mais il y a une souffrance, un problème énorme que je ne vois pas évoqué dans ce mouvement, dans ces manifestations. C'est l'école qui reproduit les élites au lieu de gommer les inégalités sociales de naissance. Et ça, on n'en parle pas du tout. Au contraire, je lis que à Paris 8, c'est-à-dire Saint-Denis, c'est une espèce de vaste happening où des profs d'ailleurs, ou des doctorants improvisent des cours sur la théorie du genre, ou la diversité, ou l'antiracisme. Enfin bon, ça... On est exactement dans les pires travers de ce que fait Najat Vallaud-Belkacem. Donc le mouvement là ne semble pas s'apercevoir que son gros problème, c'est l'école qui ne fonctionne plus. D'abord, il s'agit d'un mouvement social, c'est-à-dire c'est un mouvement qui a une vocation, un peu comme les Indignados, puisqu'ils s'en inspirent et qu'ils ont eu les conseils de certains, qui vise à imposer un certain nombre de questions absentes du débat public et qui les concernent, et d'imposer des évidences à la place d'autres évidences. C'est-à-dire qu'ils interrogent le modèle démocratique, ils interrogent le modèle productif. Il y a plusieurs enjeux immédiats pour ce mouvement, qui quand même rassemblait encore des centaines et des centaines de jeunes ce soir, à des heures tardives, à lundi soir à Paris, ce qui n'est pas rien. C'est sa nationalisation, son extension à d'autres villes en France, et la poursuite de l'universalisation de son discours. C'est-à-dire effectivement de s'adresser à un nombre croissant de citoyens français et de catégories sociales françaises. C'est vrai qu'il est très générationnel et c'est sa grande force, mais c'est vrai aussi qu'il va avoir un enjeu immédiat qui va être celui-ci. Et ensuite, il y aura un autre enjeu qu'il ne faut pas confondre, ce sera celui de la réponse politique et de l'offre politique, et qui ne pourra pas faire l'impasse ni sur la question des institutions, ni sur la question évidemment qui va avec, celle du pouvoir. Alors peut-être un élément qui peut les rapprocher des indignés, Benoît Pellistrandi, ils ont qualifié la loi, le projet de loi travail, la loi Gattaz, Hollande, Valls, Macron, El Khomri. Est-ce que justement les étudiants renvoient à la collusion des élites économiques et politiques qui était au cœur justement des dénonciations des indignés, notamment en 2011? Oui, puisqu'en 2011, le grand slogan, c'était une vraie démocratie, une démocratie réelle. C'est-à-dire, on appelait de ses voeux une extension de la démocratie politique au domaine économique et financier. Et il est vrai qu'on était dans une situation d'urgence absolue d'un point de vue économique. Ce qui s'est passé, c'est que le mouvement a eu lieu le 15 mai, mais au mois de novembre, il y avait des élections, il y avait une alternative qui était le Parti populaire, qui a gagné largement, qui a une majorité tout à fait importante, et le système représentatif a été reconduit pour 4 ans. Et puis, il se trouve que ce système représentatif a lui-même conduit à une insatisfaction qui fait qu'aujourd'hui, les élections du 20 décembre 2015 en Espagne ont accouché d'un Parlement ingouvernable. Il n'y a pas de majorité. Et donc, Podemos, mais comme Ciudadanos, le parti centriste qui existait avant, mais qui a repris, veulent effectivement, sont les enfants du mouvement des indignés. Et pour vous donner une idée, il y a Puerta del Sol à Madrid 2 plaques qui commémorent 2 événements historiques. Le premier, c'est le 2 mai 1808, le soulèvement des Madrilènes contre l'invasion napoléonienne. Et la deuxième plaque, c'est en souvenir des attentats du 11 mars 2004 à Atocha. Eh bien, le conseil municipal de Madrid veut apposer une 3e plaque en hommage au mouvement du 15 mai 2011, en disant « Nous sommes tous les fils des indignés ». Alors, ça suscite quand même pas mal de pardonnez-moi, réticences. Les indignés, ils sont passés de l'indignation à l'organisation. Pablo Iglesias, il est passé dans un autre stade, même certains disent dans l'establishment. Est-ce qu'il n'a pas aussi trahi une partie des valeurs ? Sans doute, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Pablo Iglesias est l'arbre qui cache la forêt. Pablo Iglesias a une vocation de leader. Je dirais c'est un Jean-Luc Mélenchon qui réussit. Mais il ne faut pas oublier... Bon entendeur, salut. Il ne faut pas oublier d'abord que Podemos est un mouvement extrêmement décentralisé à l'image de l'Espagne. À Valence, vous avez Compromís, vous avez le système des Mareas en Galice. Donc les choses sont beaucoup plus complexes et le parti lui-même, enfin l'ensemble des partis qui forment cette coalition qui est Podemos, est soumis à de très graves tensions en ce moment parce qu'ils doivent faire le choix de soutenir un gouvernement socialiste ou de provoquer la répétition des élections générales. Donc, il va falloir voir à quoi ça aboutit. Moi, il me semble quand même qu'on est au début de quelque chose
qui expriment une insatisfaction profonde par rapport à la gauche de gouvernement. Oui. Et ce n'est pas innocent que ça arrive 4 ans après. C'était pas 2012, c'est-à-dire c'est effectivement 4 ans après. Et là, pour le coup, je pense, mais je peux me tromper, que ça va changer complètement la donne par rapport à l'année électorale qui s'ouvre. Oui, alors c'est la grande question. Est-ce que quelque chose de nouveau va émerger, se raccrocher au contraire à l'existant? Jean-Luc Mélenchon en rêve. Il n'y avait qu'à voir les regards concupiscents qu'il jetait sur la foule à la République, où il est allé quand même jeter un œil, hein, on ne sait jamais. Il n'était pas le seul, hein. C'est au premier secrétaire du PS. Hein. Absolument, Cambadélis, Pierre Laurent, Besancenot, elle est longue, mais elle est particulière, hein, quand même. Donc il y a ça, et puis il y a une autre évolution possible qu'on a déjà vue plusieurs fois, c'est-à-dire que au sein de ce mouvement qui est plutôt de type spontanéiste, les gens qui existent dans des structures, je pense à vous par exemple, puisque la Fidèle est une structure syndicale qui veut faire de la politique. Non, enfin, on cherche à défendre justement les valeurs et les droits des lycéens. Ça s'appelle un peu faire de la politique aussi. Ça sera pas la première fois que la Fidèle... C'est une définition noble aussi, faire de la politique avec un grand P, rappelons-le. Hein. Depuis que Julien Drey l'a fondée, la Fidèle a été une grande pourvoyeuse des dirigeants socialistes. Ça peut continuer et ça peut évoluer comme ça. Oui, non, enfin, par rapport à la Fidèle, non, nous ne sommes pas les pourvoyeurs du PS ou quoi que ce soit. Le I de Fidèle reprend très bien, c'est indépendant et justement, c'est ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'en fait, nous, on est d'abord là pour défendre la jeunesse, pour défendre les valeurs de la jeunesse. Et c'est pour ça. Mais quelles sont les valeurs de la jeunesse? Parce que moi, je lis votre slogan, nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes. Très bien, c'est clair, c'est un message qui est très bien senti et politique, mais quelles sont les valeurs aujourd'hui que vous portez? Si vous deviez insister sur un point fondamental. Je pense que le point fondamental, ça serait sur les inégalités. Ça serait, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où les inégalités ne cessent de croître. Depuis 2012, encore plus fortes. Et justement, si en 2012, François Hollande a été élu, c'était pour casser les inégalités. C'était pour que, par exemple, dans les lycées, comme vous en avez parlé, à l'école, comme quoi, en fait, les lycées dorés et les lycées ghettos n'existent plus, et qu'il n'y ait qu'un seul type de lycée, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend. C'est que, en fait, dans un lycée de centre parisien ou dans un lycée à Saint-Denis... C'est pas un seul type de lycée, pardon, c'est que tout le monde ait sa chance. Que tout le monde ait sa chance, que tous les lycées aient les mêmes moyens, et donc, par les mêmes moyens, les mêmes chances de réussir. Et c'est aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ça fait 4 ans que rien n'a été fait pour les lycées, que depuis 4 ans, le manque de moyens dans certains lycées en banlieue est déplorable. Il y a des profs qui ne sont pas remplacés alors qu'on a le bac à la fin de l'année. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en fait, et ça montre par Nuit debout ce qui se passe, c'est que ça fait 4 ans où rien n'a été fait pour les jeunes, 4 ans, rien qui ne s'est été passé. Et en fait, l'espoir qu'on avait entretenu en 2012, l'espoir qu'on avait eu en 2012, il commence à disparaître. Et c'est Nuit debout qui permet de raviver l'espoir en promettant un changement politique. Ce qui est évident quand on se balade place de la République, c'est que Nuit debout n'est pas l'addition des mouvements qui l'ont soutenu, organisé ou qui ont prêté leur concours. C'est-à-dire que c'est autre chose. On voit très bien qu'il y a un grand respect en vérité sur cette place, d'abord entre les gens qui ils s'écoutent beaucoup, ils se respectent les uns les autres, il y a une forme de bienveillance. Et d'autre part, il y a à l'égard de la gauche radicale et de la part de la gauche radicale à l'égard de Nuit debout, une forme de respect mutuel mais de distance assez saine. Donc ce qui fait que les organisations qui ont initié ce mouvement se sont relativement effacées et n'essayent pas de tirer les marrons du feu. Et d'ailleurs, elles seraient bien en peine de le faire. Ce serait vraiment une première dans l'histoire des mouvements politiques. Hein. Non, pour une raison toute simple, c'est que si vous avez une forme de leader qui apparaît... Rendez-vous plus tard quand même. Oui, plus tard, mais c'est là où on fait toujours une confusion sur l'Espagne et je pense que vous ne me contredirez pas. C'est-à-dire que Podemos n'est pas la traduction des Indignados qui n'ont pas eu de traduction électorale, mais une réponse. Il y aura forcément une réponse. Mais là, franchement, je vois mal qui pourrait devenir leader charismatique de ce mouvement, parce que la population qui est là, il sera immédiatement rejeté. Si vous voulez. Il y a une forme de... Il porte tellement haut la démocratie que ça rend le mouvement assez imperméable à des tentatives de récupération un peu grossières. En même temps, je suis frappé là en parlant des lycées. On oublie souvent, on confond le ministère de l'Éducation nationale et la responsabilité des régions. Judith Weintraub a rappelé tout à l'heure le taux d'abstention des jeunes, alors que les régions ont en charge les lycées et les collèges. Et quand on voit par exemple que pour la région Île-de-France, les effectifs de la région ont baissé de 1%, alors que les effectifs au siège de la région ont augmenté, il y a quand même 18 ans de gestion des lycées par Jean-Paul Huchon qui pose problème. Et là-dessus, il y aurait quand même à réfléchir. Alors, sans doute, l'avantage, c'est qu'on est dans une effervescence et les choses vont monter. Mais je pense que les politiques qui voudraient récupérer l'affaire comme ça vont quand même se brûler les doigts
Nous verrons ce que cela va donner. Pour conclure, Judith Vintraube, est-ce que c'est un gros caillou dans la chaussure quand même de la gauche, du gouvernement encore? Parce qu'il y a d'autres manifestations là, de rue avec des banderoles qui vont se dérouler dans quelques jours. Écoutez, demain, c'est une forme de rejet de l'UMPS, donc la droite n'est pas du tout épargnée par ce rejet, elle est englobée dans ce rejet du système, mais ça pêche à gauche, pêche au sens essayer de trouver des soutiens. Donc c'est évidemment le PS qui en pâtit le plus. Et nous aurons donc l'occasion d'en reparler puisque évidemment, c'est tous les soirs, Alex. Bah oui, pour le moment, ça va être justement tous les soirs. Vous tenez le coup? Allez, on va tenir le coup et justement, c'est pour ça qu'on appelle vraiment tous les lycéens, tous les jeunes à se rassembler. Voilà, c'est vraiment ça, pour s'exprimer. Merci pour ce débat. Merci d'être avoir été avec nous. La suite de votre émission. Et c'est une parenthèse à présent, vous le savez, comme d'habitude, avec le micro trop tard d'Alex Darmon. Une question très politique ce soir. Il est allé demander aux sénateurs, aux ministres et aux députés ce qu'ils pensent de l'abandon de la révision constitutionnelle. Fais pas cette tête là. Tu m'as beaucoup déçu. Et je pense que je suis pas le seul. Temps pluvieux pour le gouvernement après l'abandon de la révision de la Constitution par François Hollande et son gouvernement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le président de la République peut encore gouverner? A-t-il encore la légitimité? Qui suis-je pour poser toutes ces questions? Alex Darmon du micro trop tard. Allez, venez. C'est pas un temps à laisser un mise dehors, ça. Je sens que l'ambiance est un peu tendue là. François Hollande a voulu faire un coup. Non, il a découvert ce qu'était le bicamérisme. Il n'était pas au courant qu'il y avait deux assemblées, il croyait qu'il n'y en avait qu'une. Et François Hollande est un peu fragilisé maintenant aujourd'hui quand même. Ah bah fragilisé, c'est un euphémisme. La question qu'il pose peut-être, savoir s'il a aujourd'hui la capacité politique pour être candidat à un nouveau mandat. Ça, on peut en discuter. Tout ça pour ça au final. La réforme de la Constitution. Bah oui, on est tous derrière l'archer pour cette affaire-là. Quelque part, je suis soulagé malgré tout. Alors vous êtes socialiste quoi. Oui, je suis socialiste, mais je suis soulagé. Et donc c'est ça qui est assez plaisant. Il faut ni pleurer ni rire, il faut seulement se dire que tous ces débats, on les a fait pour rien. Vous allez bien? Le excellent. Bon, j'ai envie de vous faire rire un peu, de vous détendre. Ouais. Vous voyez? Et alors j'écoutais. Je n'y arrive pas, mais enfin, c'est pas grave. Allez, allez-y. C'est gentil. Allez-y. Oui. Je peux. Des blagounettes sur quel sujet par exemple? Se faire prendre à saluer un sénateur de droite de mon département. Surtout en ce moment. Jacques Brel disait, j'ai voulu voir Vesoul, j'ai vu Vesoul. François Hollande a dit, je voulais voir Versailles, il verra pas Versailles. Mais on est allé à Vesoul aussi. Vous êtes allé à Vesoul quand même? Ah oui. Je sais pas, je suis sur un texte que je suis. D'accord. Avec le garde des Sceaux. Donc la chanson de Jacques Brel. C'était un grand artiste. C'est lui qui chantait Valse à 1000 temps. Ouais, c'est amusant ça. Ouais. Oui, j'arrive à faire rire. D'accord, mais en même temps, Jacques Brel était un grand artiste parce que c'est lui qui a chanté aussi Valse à 1000 temps. Oui, j'arrive à faire rire. Vous pouvez faire comme ça de la métaphore filée avec toutes les chansons de Jacques Brel. Il a mis le temps à vous comprendre, peut-être Manuel Valls un petit peu, mais là ça y est, je sens que ça va mieux entre vous. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Il voulait voir Vesoul, il a vu Vesoul. Hollande voulait voir Versailles, il verra pas Versailles. Ça résume la situation. Non, parce que je lui ai dit, Jacques Brel voulait voir Vesoul, il a vu Vesoul. François Hollande voulait voir Versailles, il verra pas Versailles. Voilà, et il l'a mal pris. Ça c'est très drôle. Cette femme de folle, il est arrivé, il m'a dit j'ai pas envie de rire aujourd'hui. Non, il était pas très drôle ce matin. Il avait l'air un peu énervé, j'ai trouvé aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes assis là, mais il faut y aller là. Il y a plein de monde qui sort là. Bah oui, mais je vais faire des vannes, je vais y aller, je vais détendre. Faut y aller là. Mais ça vous a détendu un petit peu tout à l'heure quand même? Vous postulez pour le prix d'humour politique parce que moi je l'ai eu il y a quelques années. Oui, vous l'avez eu, ouais, mais j'ai encore de la marge. Sur une grâce à Eva Joly. Je vais lancer la nouvelle devise des mousquetaires. 1 pour tous, tous pour 1, 2%. Voilà pour cette parenthèse. Dans quelques instants, c'est le grand entretien avec le philosophe Michel Onfray. Mais d'abord, le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Des personnalités sportives, des businessmen et des personnalités politiques. Les premières secousses du scandale Panama Papers se font ressentir. Vous le savez, ce scandale de fraude fiscale internationale. 12 chefs d'État à travers le monde sont cités comme Petro Poroshenko, le président ukrainien, ou encore des proches de Vladimir Poutine. En France, la justice vient d'ouvrir une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. En France également, l'État va racheter une partie des licences de taxi. Dans le conflit entre VTC et taxi, le gouvernement va mettre en place un fonds de garantie pour les chauffeurs de taxi endettés, ceux qui ont vu le prix de leur licence chuter devant la concurrence des VTC.
2 ans de prison avec sursis contre 4 fermes en première instance. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, n'ira pas en prison. Il était jugé aujourd'hui en appel pour ses responsabilités lors du passage de la tempête Xynthia en 2010. Tempête qui avait tué 29 personnes sur la commune. Les familles des victimes se disent déçues, frustrées par la décision. Écoutez la réaction d'Annick Billon, sénatrice UDI de la Vendée. C'était tout à l'heure sur notre antenne. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrance derrière ces événements. Nous étions encore, il y a peu de temps, à la commémoration à la faute. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Suite à ces événements, il y a eu une démarche de plan de prévention des risques littoraux qui sont en cours, toujours. Les plans de prévention des risques littoraux vont normalement éviter que de tels phénomènes se reproduisent, puisqu'ils sont établis en concertation avec la population et aussi par rapport aux ouvrages qui existent de protection de la mer. Et puis Manuel Valls a lancé un avertissement ce soir lors d'un colloque à Paris. Le Premier ministre a estimé qu'une minorité salafiste était en train de gagner la bataille idéologique et culturelle sur l'islam de France. Face à cette minorité, Manuel Valls a appelé à reconstruire la République dans tout le pays. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Pour découvrir ensemble les quotidiens de demain, Paul, évidemment, il s'intéresse à l'affaire Panama Papers. C'est la lutte fiscale à la une de Libération. Comment en finir avec les abus permettant d'échapper à l'impôt, s'interroge le journal. Il parle d'un véritable séisme après les révélations du consortium de journaux internationaux. Le séisme également à la une du Télégramme. La tourmente n'est pas près de se calmer, dit le quotidien. Regardons maintenant la Croix à la une. Pour en finir avec les paradis fiscaux, Guillaume Goubert, dans son édito, rappelle qu'il faut lutter contre une vaste zone grise dans cette affaire, une zone où tout n'est pas illégal, où des individus allergiques aux impôts côtoient des organisations criminelles ou même terroristes. Le Figaro, pour terminer. Le quotidien revient évidemment sur l'affaire Panama Papers, mais il accorde une large place à la loi travail. Le texte entame son marathon au Parlement, demain à l'Assemblée nationale, en commission. Le journal rappelle que dans la rue, la mobilisation des opposants ne faiblit pas. Demain, à noter donc une nouvelle journée d'action nationale. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Paul. À demain. Avec plaisir. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Je précise que l'interview a été enregistrée juste avant cette émission avec le philosophe Michel Onfray. Mon invité ce soir, le philosophe Michel Onfray, bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous publiez 2 livres, Penser l'islam chez Grasset et puis Le miroir aux alouettes, une autobiographie politique chez Plomb. Michel Onfray, avant de plonger dans votre livre ou vos livres, votre réaction sur cette affaire tentaculaire, scandale d'ampleur d'évasion fiscale, ce Panama Papers, une montagne d'accusations. Que vous inspire aujourd'hui cette cascade de révélations dont il faudra faire le tri, évidemment, après? Oui, parce qu'il y a des gens qui vont nous expliquer que le réel n'a pas eu lieu sur ce sujet-là comme sur d'autres. J'ai entendu là quelqu'un qui nous disait qu'il avait un compte mais pas d'argent dessus. Donc évidemment, c'est juste pour rire qu'on ouvre des comptes. C'est un second scandale du Panama, ça me paraît extrêmement intéressant. Maintenant, je ne crois pas à la vertu dans ce milieu-là, donc je pense qu'il y a un calendrier politique. Ça doit être très intéressant de donner un certain nombre de noms qu'on va épeler là, toute la semaine, et on va savoir qui, quoi, quand, comment, etc. J'ai vu déjà que le président de la République s'est énervé, s'est excité, il était très heureux, il dit on va y aller, etc. Donc je pense qu'effectivement, le Parti socialiste n'est pas impliqué, mais probablement un parti qui pourrait le gêner ou qui pourrait peut-être l'arranger. Enfin, on voit bien, on a parlé d'un parti national, donc je vois bien qu'effectivement, on nous présente ça comme un grand effet de morale, comme un grand effet de vertu. Je ne suis pas bien sûr. Je pense que c'est le vice qui continue. Quand vous dites calendrier politique, vous ne versez pas dans la théorie du complot? Non, pas dans la théorie du complot, mais simplement dans l'agenda. Ça s'appelle un agenda, donc on fait régulièrement un certain nombre de choses, on fait faire, on laisse faire, on retient des choses et puis on les libère le moment venu. Il s'agit de contribuer au goulot d'étranglement. Je pense que tout le monde aura compris que ce qui intéresse François Hollande aujourd'hui, c'est sa réélection et rien d'autre. Donc tout fait feu et je ne suis pas dupe dans cette affaire. Avant le Panama Leaks, il y avait eu, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, le LuxLeaks, des révélations d'ampleur sur les accords fiscaux secrets entre le Luxembourg et de très très grandes entreprises. Vous aviez dénoncé le rôle de l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Vous l'aviez qualifié de président des paradis fiscaux européens. Il l'est toujours, selon vous, le président de la Commission européenne? Je ne pense pas que quand on parvienne à ces sommets,
de pouvoir, de direction, etc., on soit un saint. Je crois que la sainteté n'est pas dans les sommets, donc j'ai pas de détails. On sait simplement qu'il y a des pays, effectivement, qui rendent possible les paradis fiscaux. On sait lesquels. On voit bien que quand un pays comme celui-ci est dirigé par quelqu'un, on ne voit pas. Si le pays ne dénonce pas le fait qu'il s'agit d'un paradis fiscal, on ne voit pas que ce soit quelqu'un qui ne soit pas impliqué. Ça me paraît évident. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi attention, Michel Onfray, aux accusations lancées dans le débat public, ne pas tomber dans un système de délation généralisée et finalement on nourrit tous, nous les journalistes, vous aussi là, avec certains noms, le tous pourris? Non, pas tous pourris, mais sont pourris ceux qu'ils sont, et je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas, parce que l'idée de dire que quelqu'un qui est pourri, il est pourri, on serait responsable de le dire, ben non, il suffit que ces gens-là ne le soient pas, donc c'est pas moi qui invente les comptes en Suisse, c'est pas moi qui invente les comptes au Panama, c'est pas moi qui invente les paradis fiscaux, c'est pas moi qui invente les gens qui sont patrons d'un pays qui protège les paradis fiscaux, etc. Donc je dis effectivement qu'il y a un certain nombre de gens qui sont pourris, c'est pas un mot que j'utilise, mais enfin, oui, la corruption, je pense qu'elle existe, et que plus on grimpe, plus on la rencontre. Alors, je reviens à présent à votre livre. D'abord, Penser l'islam. Vous parlez du grand défi qui nous est opposé, le terrorisme, et plus précisément de l'origine. Ça, c'est intéressant, de ce terrorisme auquel nous sommes confrontés en ce moment. Vous avez été très critiqué. Vous l'êtes encore toujours pour avoir lié notre politique étrangère et plus largement celle de l'Occident et de l'Amérique, justement, à ce qui se passe en France, au terrorisme. Est-ce qu'il y a un lien établi pour vous, direct, de cause à effet ? Oui, c'est pas la seule cause, évidemment, mais ça fait partie d'une grande chaîne de causalité. Le travail du philosophe, c'est pas d'allumer des bougies ou de déposer des pluches. Hein. C'est facile, ou faire un texto, un tweet en disant quelle catastrophe, quelle barbarie, etc. Enfin, ça, tout le monde peut le faire. Je pense que le travail du philosophe, c'est de poser la question nietzschéenne, c'est la question de la généalogie. D'où ça vient? Marine Le Pen à 30%, d'où ça vient? Des terroristes qui tirent des rafales de mitraillettes à la terrasse des cafés ou qui se font exploser dans des stades ou à l'entrée des stades, d'où ça vient? C'est la question. Alors, on récolte nationalement ce qu'on a semé, c'est ce que vous dites internationalement? Voilà. Il me semble effectivement que si on veut comprendre d'où ces choses-là viennent, eh bien on peut remonter, on peut même aller jusqu'à l'Hégire, hein, jusqu'au début de l'islam et des relations que l'islam entretient avec le judéo-christianisme, et de voir que dans cette longue durée, celle dont parlait Fernand Braudel, eh bien, on peut penser beaucoup plus facilement que dans une logique médiatique où on est dans l'instant pur et on nous demande d'être dans le jugement. Bien, pas bien. Like ou Nike ou Nick. C'est pas un jugement moral, là, non. Oui, mais c'est souvent ça. Hein. Vous savez, quand on pose le problème de Marine Le Pen, c'est est-ce qu'on fait le jeu du Front National ou est-ce qu'on vote pour le Front National? Moi, mon problème, c'est pas de savoir si je fais le jeu. Je vous ai pas encore posé la question de Marine Le Pen, mais vous y répondez. On dirait que ça devient un réflexe ou quelque chose de pavlovien. Ça devient un réflexe chez les journalistes. Donc chez vous, je l'ai pas encore posé la question. Pas encore, mais vous êtes en train de me dire pas encore. Ça veut dire que vous aviez une intention. Vous connaissez le reste de la question. Vous m'auriez dit sinon, je n'ai pas posé. Pas encore, ça veut dire j'allais y venir. Je remarque, ça tourne à l'obsession chez vous. Pas du tout. Pas du tout, ça tourne à l'obsession chez les journalistes. Restons alors sur les guerres. Le sujet, c'est ça dont je vous parle, les guerres contemporaines. C'est un petit peu la même chose, parce que Marine Le Pen est à 30% parce que la gauche a renoncé à la gauche en 1983. Il y a des terroristes dans la rue parce qu'en 1991, Mitterrand s'est engagé derrière George Bush et derrière la décision qu'a prise George Bush à ce moment-là, d'aller tabasser des pays qui ne nous avaient rien fait sous prétexte qu'ils allaient nous faire quelque chose. Alors vous parlez de l'Irak. Alors si on va plus loin, Michel Onfray, est-ce que vous êtes pour un pacifisme, j'allais dire, béat? Par exemple, je vous prends un exemple, vous êtes philosophe, je ne vous demande pas d'intervenir en tant que ministre des Affaires étrangères, mais dans le cas de la Libye, par exemple, si ça s'aggrave encore, si ça menace la région méditerranéenne, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien parce que justement on pourrait avoir un retour de bâton? Le problème, c'est pas de savoir ce qu'on fait quand le Titanic est rentré dans l'iceberg. Hein. Le problème, c'est quand il y a une voie d'eau, de se dire mais d'où ça vient. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui en Libye, c'est aussi parce qu'on est allé défaire un dictateur qu'on avait reçu précédemment avec les honneurs. Même chose avec Saddam Hussein. Même chose avec Bachar el-Assad. Donc tous ces gens qu'on a reçus dans les ors de l'Élysée, qu'on a reçus avec les grandes pompes, les honneurs, etc., du jour au lendemain, on nous dit voilà, ça c'est le diable. Alors c'est le diable, et si on tue le diable, on obtient quoi? Dieu. On supprime la dictature et on obtient illico la démocratie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On aurait pu me le demander avant, on me l'a pas demandé, mais je ne pense pas. Parce que vous avez préféré peut-être un autre philosophe? Plus interventionniste. Plus interventionniste, c'est pas compliqué, je ne suis pas du tout. Je pensais effectivement qu'on n'a pas le choix entre le bien et le mal, mais entre deux types de mots. Et que entre deux mots, il faut savoir choisir le moindre. Et effectivement, Kadhafi était un dictateur, c'est évident. C'est un régime autoritaire, c'est évident. Mais penser, à partir du modèle jacobin, et ça c'est très français, que la Libye devait se penser comme un État qui s'est constitué comme notre État français, c'était une erreur. Ce sont des États qui ont été constitués par des puissances coloniales à partir de tribus.
Et si on veut penser l'Afrique, je suis un peu collectionneur d'art africain, mais on ne pense pas en termes de pays, on pense en termes d'ethnie, de tribus. Si on reste sur les pays arabes, il n'y a pas de politique arabe, selon vous, aujourd'hui, de vision? Non, il n'y en a pas. Il y a eu une politique arabe, la dernière incarnée par Jean-Pierre Chevènement, précédemment par le général de Gaulle, et il y avait une politique pro-arabe qui n'était pas anti-israélienne. Je suis sur cette position-là. Une politique pro-arabe qui n'est pas anti-sioniste et qui n'est pas anti-israélienne. Ça me paraît extrêmement clair et je pense que cette politique, nous l'avons perdue depuis que Mitterrand est allé du côté de chez Bush en disant allons plein pot du côté de l'OTAN et il y a une politique étrangère de l'OTAN. Nous sommes impliqués dans cette politique étrangère. Étonné que vous ne citiez pas Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui se sont quand même élevés contre l'intervention en Irak. Vous avez raison, il faut le signaler, vous avez raison. Il y a eu une parenthèse extrêmement honorable et qui est tout à l'honneur de Chirac, de Villepin, de la France à cette époque-là et de la grandeur gaulienne de la France dans ce moment-là. Le discours à l'ONU a été un discours impeccable. Alors vous essayez de comprendre, Michel Onfray, pourquoi aujourd'hui des individus, ces terroristes ont cette haine, dites-vous, de l'Occident. Soit, c'est une réalité, mais des bombes explosent et des tirs résonnent, vous allez me dire si vous êtes d'accord, dans les pays musulmans eux-mêmes. Combien de morts et de sang qui a coulé en Tunisie, au Liban, en Syrie, en Irak? Ne croyez-vous pas que ces terroristes attaquent d'abord l'autre, celui qui n'accepte pas leur système, avant que ce soit l'Occident? Sauf que... à l'époque de Saddam Hussein, il n'y avait pas autant de morts à l'intérieur du pays à cause des sunnites et des chiites. Le problème était réglé. Le problème était réglé par Kadhafi. Il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire ne pas mélanger les choses en disant il y a eu ceci, il y a eu cela. Il faut regarder. Moi, je pense l'Irak à l'époque de Saddam Hussein, c'était pas le pays des droits de l'homme, hein, entendons-nous bien. Mais le problème entre sunnites et chiites avait été réglé. Exactement comme avec Kadhafi, le problème était réglé de manière autoritaire, de manière extrêmement sévère, avec les prisons, avec la dictature. Je ne dis pas que c'est extraordinaire. Hein. Je dis juste simplement qu'à un moment donné, on a eu le choix entre ces régimes autoritaires qui étaient laïques, qui étaient d'une certaine manière occidentophiles, enfin on pouvait composer avec eux, et puis une espèce d'anarchie qui pour le coup laissait les sunnites et les chiites s'étriper, se massacrer, et on a obtenu ça. Vous savez ce que certains vont vous dire, alors l'avenir de ces pays c'est le choix entre guillemets, vraiment je mets beaucoup de guillemets, la peste et le choléra, il n'y a pas de troisième voie pour ces pays-là? Je veux dire que quand on a massacré le pays, quand on a massacré le peuple, quand on a monté les gens les uns contre les autres, et qu'on a fait de telle sorte que ces gens aient juste envie de venir en Europe et qu'ils meurent sur nos plages, il y a juste un moment donné où il faut dire je me suis trompé. Quand on est philosophe, quand on est président de la République, ou quand on a soutenu ces événements-là. Il y a un moment donné où on peut vouloir la guerre, l'appeler tout le temps en permanence, bombardons, mais il y a juste un moment donné où il faut accepter que les bombardements fassent des victimes, que ces victimes fassent que les pays se défont et que les gens viennent en Europe en disant on ne peut plus vivre dans nos pays parce que vous les avez détruits. Donc il faut penser en termes de causalité en se disant que en Irak, à l'époque de Saddam Hussein, il n'y avait pas les problèmes que nous avons créés en intervenant sous prétexte qu'on allait y installer la démocratie et qu'on allait en finir avec la dictature. Alors évidemment, présenté comme ça, on va en finir avec un tyran qui est un nouvel Adolf Hitler et on va installer la démocratie. Tout le monde était d'accord. Or, l'alternative, c'était pas le tyran ou la démocratie, c'était le tyran avec la laïcité et la possibilité d'un ordre mondial ou l'absence de tyran, mais pour le coup, là, vous êtes sur une ligne chevènementiste, d'ailleurs. Complètement. Moi, je pense que c'est... Mais c'est mon grand homme, Chevènement, vous savez. Mais on en parlera dans le miroir aux Alouettes. Il y a quelques personnalités politiques dans votre panthéon, c'est rare, mais il y en a. Deux. Avec Lionel Jospin. Voilà, je voulais laisser l'effet de surprise, mais il y a Lionel Jospin. Mais ce qui est troublant dans votre raisonnement, je reviens un peu plus à la France, c'est qui, selon vous, semble-t-il, vous allez me dire c'est le cas, il y a deux camps qui se font face. Il y a l'Occident et les musulmans. Vous dites que les musulmans sont dans une logique de communauté d'Oumma, c'est le mot que vous utilisez, qu'ils se pensent d'abord musulmans, même s'ils sont français, anglais, américains. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi vous l'affirmez? Est-ce que vous-même, vous vous sentez d'abord athée avant d'être français? Non, mais je ne dis pas qu'ils se sentent d'abord, je dis qu'ils se sentent aussi musulmans, et que ça n'est pas rien. Et que moi, quand je me trouve... Je vous ai entendu dire d'abord, plusieurs fois. Bon, mais... allons pour d'abord. Non, allons pour ce que vous pensez, je préfère. Non, mais ça dépend des contextes, des circonstances, et je veux bien avoir dit d'abord. Si vous me dites que je l'ai dit, disons que je l'ai dit, et j'assume absolument l'avoir dit. Je dis simplement que quand je me retrouve dans un pays qui n'est pas judéo-chrétien, moi, l'athée, je sais que je suis formaté par le judéo-christianisme. Quand je me retrouve à Bénarès, quand je me retrouve à Kyoto, je vois bien que je suis dans des régimes spirituels qui ne sont pas les régimes spirituels du judéo-christianisme. Donc c'est effectivement extrêmement différent. Et j'ai des amis qui sont musulmans et français et qui ne considèrent pas qu'être musulman pour eux, c'est rien.
Donc ce quelque chose, je voudrais en faire justement un objet de pensée en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire appartenir à cette communauté? Parce que moi je ne suis pas contre le fait qu'on... Vous avez raison, vous formulez des propositions très intéressantes, mais ce que je veux que vous m'expliquer, est-ce que vous pensez que tout musulman s'identifie d'abord à sa religion avant sa nationalité et avant... Non, je ne dis pas ça. C'est une question? Non, la réponse est non. Je dis qu'un musulman est quelqu'un qui fait partie d'une communauté qui s'appelle l'Oumma sur le principe de sa religion et que ça n'est pas rien. Maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est tout, d'autres qui pensent que c'est pas grand-chose, et puis d'autres qui prennent des libertés avec ça. J'ai un copain qui est musulman, il boit de l'alcool. Et pendant le ramadan, il dit j'arrête l'alcool. Donc c'est sa façon à lui d'être musulman. Il est bien évident. Il y a une mosaïque, en fait, de façon de pratiquer sa religion. Mais je le dis, il y a une mosaïque, sauf qu'il y en a au moins deux. Il y a une possibilité violente, agressive, antisémite, phallocrate, misogyne, etc. Et une autre possibilité qui est de tolérance, pas de contrainte en matière de religion, une sourate, d'invitation à l'intelligence, il faut augmenter son savoir du thon, aller le chercher jusqu'en Chine, ou la tolérance et le pacifisme. Si tu tues un homme, tu tues toute l'humanité, si tu sauves un homme, tu sauves toute l'humanité. 3 sourates avec lesquelles on peut évidemment composer et obtenir un Dieu miséricordieux. Donc je dis, il y a au moins ces deux islams-là. C'est un essai sur l'islam qui n'est ni islamophile, non. Ni islamophobe. Et surtout de quelqu'un qui a lu le Coran, et vous dites d'ailleurs qu'il y a des textes, des sourates qui prônent l'amour, la miséricorde, l'entente, le refus de la contrainte, mais il y a aussi des textes qui prônent la violence, le rejet de l'autre. L'athée que vous êtes prend au sérieux tous ces livres religieux, ça a vraiment une importance fondamentale de comprendre ces écrits encore aujourd'hui, des textes qui ont été écrits... C'est aux musulmans qu'il faut le dire, pas à moi. Moi, vous y accordez quand même beaucoup d'importance dans vos livres. Mais non, mais je veux dire, quand il s'agit de penser ce qu'est le christianisme, j'accorde de l'importance au Nouveau Testament, ça me paraît évident. Et quand je veux savoir ce qu'est la pensée juive, j'accorde de l'importance au Talmud, et les mêmes choses avec l'islam. Ce sera l'objet de votre prochain livre, alors peut-être? Mais c'est déjà fait, c'est-à-dire les gens ont oublié que j'avais écrit un traité d'athéologie dans lequel il était question des 3 monothéismes. Et les gens ne comprennent pas qu'on puisse, enfin les gens, un certain nombre, ne comprennent pas qu'on puisse être athée et estiment que quand on veut lire un texte sacré pour certains avec un regard de philosophe, eh bien, on fait un travail qui est un travail blasphématoire. Je souhaite qu'on les lise, hein, évidemment, ces textes. Talmud, Pentateuque, les fameux 5 premiers livres de l'Ancien Testament dans sa totalité, le Nouveau Testament, et puis le Coran. Ça me paraît extrêmement intéressant de lire ces textes-là, mais comme un historien pourrait le faire, ou comme un philosophe pourrait le faire. Je veux qu'on puisse lire le Coran comme on lit Tacite. Je veux qu'on puisse lire l'Ancien Testament comme on lit Suétone. Et qu'on puisse justement faire une lecture historique, réflexive, intellectuelle, intelligente si possible, et qu'on puisse débattre avec des gens qui se réclament d'une religion sans parfois avoir lu leur texte. Et vous avez toujours l'impression que c'est pas possible en France, ce débat? Alors, oui, je pense que c'est pas possible, parce qu'il y a plein de gens incultes sur tous les terrains. Sur tous les terrains, vous avez des marxistes qui n'ont jamais lu Marx. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sont incultes ou... Non, je dis pas ça. Je dis par exemple que quand on parle avec un marxiste qui ne croit plus à la lutte des classes, qui ne croit plus à la dictature du prolétariat, et qui ne croit pas que l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique, on dit pourquoi vous êtes encore marxiste? Quand je rencontre des chrétiens qui ne croient pas au purgatoire, qui ne croient pas que le corps du Christ est vraiment présent dans l'hostie, etc., je dis mais pourquoi vous êtes chrétien? Donc lisez votre histoire, connaissez votre histoire, et puis tâchez de vous en affranchir si vous n'y souscrivez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis marxiste alors que toutes les thèses marxistes, on les tient pour nulles et non avenues. Et puis même chose avec un certain nombre de pensées. Quand il y a des livres, quand il y a des œuvres, et combien de chrétiens ont lu le Nouveau Testament? Je ne suis pas très sûr que beaucoup l'aient lu. Alors les juifs un peu plus sont des gens du livre, mais les musulmans qui n'ont pas lu le Coran, moi quand je parle de certaines sourates, on me dit c'est faux, c'est pas dans le Coran. Je dis je vais vous trouver mon exemplaire, puis on me dit mais non, ça a été fait par qui? Ça, on finit par avoir des traducteurs qui sont malhonnêtes, un éditeur questionniste. Donc revenir au livre. Hein? Oui, revenir au livre, commenter, pour pouvoir ensuite affronter le débat. Absolument. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire en tous les cas. Je vais arriver au miroir aux alouettes, mais d'abord, je voudrais avoir votre avis, Michel Onfray, sur une autre philosophe bien connue pour ses prises de position tranchées, c'est Elisabeth Badinter, qui a appelé au boycott des vêtements islamiques. Peut-être que vous avez suivi cette polémique par des marques occidentales. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un combat qu'elle mène en dénonçant, dit-elle, une régression du droit des femmes? Il faut prendre des positions même sur ces vêtements aujourd'hui? C'est pas rien, un Tchador.
c'est si peu que, ou un voile, c'est si peu que les hôtesses d'Air France ne veulent pas atterrir à Téhéran en portant un voile. Donc c'est pas tout non plus. Je pense qu'il ne faut pas se cacher avec le voile d'une certaine manière et il faut débattre un peu. Parce qu'au-delà du boycott d'un voile dont on estime qu'il est une insulte au féminisme, etc., bon, on peut boycotter, on peut critiquer, condamner, interdire. Moi, j'ai plutôt envie de débattre. J'ai plutôt envie de savoir pourquoi on fait des voiles comme ça, pourquoi ça marche, pourquoi des jeunes filles se mettent un jour à porter un voile, pourquoi est-ce qu'ils veulent des marques siglées, enfin, je sais pas quoi, un voile Lacoste ou j'en sais rien. Et plutôt envie de débattre et de réfléchir en pensant qu'on ne règle pas les problèmes en interdisant, en boycottant, parce qu'on n'y parviendra pas. Plus généralement, à quelle gauche elle appartient, Elisabeth Badinter? Elle est beaucoup soutenue là par une partie de la droite, parfois comme vous d'ailleurs. Est-ce que justement il faut y voir un parallèle dans ces combats et les vôtres? C'est une grande dame, Elisabeth Badinter, elle est de la gauche Condorcet. Et c'est une gauche girondine, intelligente, intellectuelle. C'est la gauche qui lit Beccaria, c'est-à-dire c'est la gauche qui est pour l'abolition de la peine de mort. Son mari est un homme formidable qui a rendu possible l'abolition de la peine de mort. C'est une femme du XVIIIe siècle qui connaît toute la pensée des Lumières. C'est une femme cultivée dans le moindre détail de cette époque-là. C'est une gauche qui m'intéresse. Bref, ce n'est pas la gauche caviar que vous détestez. Oui, non, ou la gauche des barbelés. Je veux dire, la gauche aujourd'hui, c'est Hollande ou Mélenchon, ou éventuellement Besançon. Et on peut dire, mais c'est ni ça ni ça. Et Elisabeth Badinter, et c'est pourquoi je vous dis c'est la gauche Condorcet, parce que je ne pense pas qu'elle trouve beaucoup de vertu à ces trois façons d'être de gauche. Mais pour moi, elle a une façon d'être de gauche qui m'intéresse, comme d'autres, comme Régis Debray, par exemple, qui restent des gens de gauche, mais des gens libres. Alors ça veut dire effectivement qu'une partie de la gauche passée à droite a très envie de faire de cette gauche-là une gauche lepéniste, une gauche fasciste, une gauche pétiniste. On a fait du pauvre Jean-Pierre Chevènement un mot raciste de gauche. Enfin, on insulte les gens dès qu'ils ont une proposition alternative aux gauches officielles. Je n'aime pas les gauches officielles. Ça ne veut pas dire que pour autant il n'y a pas des gauches ailleurs. Non, vous n'aimez pas ces gauches-là et vous dites que vous aimez le peuple. On a l'impression, quand on vous lit, que vous pensez avoir le monopole justement de la compréhension du peuple parce que vous venez du peuple. Est-ce que vous pensez, il y en a qui le pensent justement, que parce que, alors je ne vais pas citer vous l'avez souvent fait, votre papa, ouvrier agricole, votre maman qui a été femme de ménage, parce que vous venez du peuple, vous comprenez d'abord et mieux que tout le monde le peuple? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. On me le fait dire, mais je n'ai jamais dit ça. Je dis que mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Est-ce que vous comprenez mieux le peuple que d'autres? Je le connais encore aujourd'hui. Vous savez, le peuple, ma mère est toujours vivante, mon père est décédé, mais je vois à quoi ressemble sa retraite. Mon frère travaille dans une carrière à l'entretien du matériel. Ma belle-sœur est cantinière. Ils ont 2 enfants, dont l'un a une formation de bûcheron, et il est au chômage, et une autre qui cherche désespérément du travail. Et puis, je vis en province, je connais les gens, mais je ne dis pas que j'ai le monopole du peuple. Je dis juste que quand le peuple a dit non à Maastricht, ou au traité européen en 2005, on a dit au peuple, allez vous faire voir, vous l'aurez quand même, et ça repassera par le Congrès. Le simple fait que je dise ce que le peuple n'a pas voulu, on lui a infligé tout de même via Sénat et Assemblée nationale. Je dis, on oublie le peuple, on méprise le peuple, on dit populiste, démagogue. Je dis juste que, par exemple, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, si vous faites la sociologie des députés ou des sénateurs, ce n'est pas du tout une sociologie qui recouvre la sociologie des Français moyens, des petits, des sans grade, des oubliés, etc. Je dis juste qu'on ne les entend pas, les gens qui sont proches du peuple. On parle du peuple de manière générale, mais je dis, mais savez-vous ce que c'est? Utiliser ce mot? Pardon? D'ailleurs, faut-il utiliser ce mot, le peuple? Pourquoi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il existe. Et on a des gens qui nous disent aujourd'hui, le peuple n'existe plus. Ce sont des gens d'ailleurs qui s'évertuent à transformer le peuple en populace. Bien sûr qu'il existe, mais c'est un tout global, le peuple, qui agrège tout. Je peux vous donner une définition. Le peuple, c'est l'ensemble des gens sur lesquels le pouvoir s'exerce et qui n'en exerce aucun. Je me doutais que vous avez une définition. Puisque vous parlez du peuple, justement, vous êtes exprimé sur la déchéance de nationalité en définissant ce débat comme totalement ubuesque. Mais voilà un débat sur lequel le peuple, comme vous dites, en tous les cas, la majorité des Français était favorable à cette mesure. Moi, j'ai du mal à en appeler au sondage en ce qui concerne le peuple aujourd'hui. Ça fait des années qu'on l'abrutit. Ils ne sont pas d'accord avec vous? Non, c'est pas ça. Ça fait des années qu'on l'abrutit avec une télévision qui abrutit, avec des médias qui donnent toujours exactement les mêmes types d'informations. À un moment donné, quand vous avez gavé quelqu'un comme une oie, il finit par avoir un foie gras. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et vous avez une pensée courte. Quand vous avez un micro et qu'on a formulé les questions de façon à ce que vous
puissiez dire est-ce que vous préférez le bien au mal? Bah ouais, vous avez 90% des gens qui préfèrent le bien au mal. Mais si on formulait autrement la question avec un peu plus d'intelligence, vous verriez que les Français ne sont pas forcément... Je vais conclure justement, pardonnez-moi, ne sont pas forcément des gens qui se trouvent embarqués dans une petite idée qu'on voudrait leur faire dire. Parce que si on leur explique aux gens, parce que je suis pour l'éducation populaire, si on leur explique que ça ne sert à rien la déchéance de nationalité, que quelqu'un qui a l'intention de mourir, il n'en a rien à faire qu'on lui supprime sa carte d'identité française, et que c'est du cosmétique, c'est parce que justement on n'a rien d'autre à faire que des manifestations dans la rue, des bougies, des projets de loi qui ne produiront rien, aucun effet, qu'on occupe la galerie et de manière médiatique on fait de longs débats, juste pour éviter de montrer que le roi est nu et que personne ne sait quoi faire. Et pourtant, pour sondage après sondage, ils étaient d'accord. Enfin ça c'est votre avis. Je voudrais qu'on conclue. Sondage. Y a-t-il un sondage qui ait prévu la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles quand il s'est retrouvé au deuxième tour? Aucun sondage. Une partie de la presse, Michel Onfray, on a débarqué aucun patron d'institut de sondage et on croit toujours ces instituts de sondage qui n'ont pas vu qu'au deuxième tour... Il y a que les philosophes qui ont raison alors. Je dis pas ça, j'en appelle juste à la mémoire et je vous dis, aucun institut de sondage n'a prévu Le Pen au deuxième tour des présidentielles et ils sont tous restés directeurs de leurs instituts de sondage. Justement sur les journalistes. Vous, une partie de la presse est peut-être, et on peut l'admettre, hystérique avec vous, mais n'êtes-vous pas aussi hystérique par rapport à elle? Pourquoi n'arrivez-vous pas à voir, puisque vous êtes le philosophe, et philosophe c'est être sage, distancié aussi, pourquoi n'arrivez-vous pas à avoir cette relation avec les médias, un peu plus distanciés, plus sages, prendre de la hauteur, ne pas leur prêter le flanc parfois? Il y a simplement une façon d'utiliser mon nom, ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais, qui est assez problématique. Je fais un entretien avec Philosophie Magazine qui est tout à fait pacifié, et sur la une, je retrouve Michel Onfray, le meilleur ennemi de l'islam, point d'interrogation. Donc voilà, un journal qui est censé penser, faire réfléchir, et qui d'un seul coup dit voilà, la gorge d'Onfray, elle est là, si vous voulez. Donc effectivement, les médias, j'en ai une pratique depuis 1988, je suis un homme tout seul. Je ne suis pas un homme de tribu, je ne suis pas un homme de secte, je ne suis soutenu par personne, d'aucune corporation parisienne, mondaine, de tous les gens qui détiennent le pouvoir. Donc tous ces gens-là ont envie de me le faire payer. Alors je ne suis pas seulement paranoïaque, parce qu'il y a quand même eu quelques-unes assez violentes à mon endroit, le Libération, Le Monde, l'Express. C'est pour ça que vous avez créé votre propre web TV pour vous exprimer. Donc demandez à ces gens-là pourquoi ils n'ont pas un rapport pacifié à moi. Moi je fais juste me défendre. Hein. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir. On arrive presque à la fin de cette émission. Tout de suite le zapping de Public Sénat. C'est un des lieux de créativité de la métropole et plus particulièrement du couple Roubaix-Tourcoing puisqu'on est à cheval sur les deux villes et c'est vrai que moi je suis ravi de pouvoir faciliter et connecter un certain nombre d'acteurs ici. C'est plus qu'un symbole puisque c'est révélateur d'un territoire qui s'est reconstruit, qui a su tisser de nouveaux liens et c'est vrai qu'on a sur ce lieu dans une ancienne usine textile la renaissance d'une nouvelle activité et autour du jeu vidéo notamment quelque chose d'assez remarquable et d'unique en France. Les 500 signatures ont parfois été un obstacle. Pour parler de Krivine, ça a été le cas. Krivine et Le Pen. Voilà, Krivine n'a pas pu se représenter pour 81. En même temps, quand on fait l'ensemble de l'histoire, il y a eu quand même très souvent ces petits candidats. Donc l'obstacle a pu être très souvent franchi. Et la raison, c'est que, et c'est très bien, je pense, d'un point de vue démocratique, c'est qu'au niveau des maires de petites communes, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas d'étiquette politique, ou même qui ont, on pourrait dire, la conscience citoyenne de donner leur attestation à des petits candidats. Cette forme de pragmatisme, on s'adapte à ce que veut l'électeur, on s'adapte à l'actualité. Ce n'est pas très surprenant. Disons que c'était nouveau pour le Front National, parce que c'était l'idée à l'origine de Bruno Maigret. C'était quelque chose de très pragmatique. On va s'ancrer sur le terrain, on va répondre aux attentes des gens. Alors que le FN a toujours eu un fond très idéologique, et aujourd'hui d'ailleurs il balance encore entre ça. Est-ce qu'il faut changer un peu nos idées pour s'allier avec d'autres partis, pour réussir à emporter le pouvoir, ou est-ce qu'on veut seulement gagner sur nos idées, et donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un blocage. Il y a eu des progrès, nous avons fait le ménage au niveau européen. C'est très important, avec des pays contre le Luxembourg qui refusaient de satisfaire aux engagements de donner des échanges automatiques d'informations. Il est rentré dans le rang, le Luxembourg, donc il y a eu des progrès intra-européens. Mais il y a tous les ans une liste noire française. Mais le Panama n'en fait plus partie. Le Panama n'en a plus fait partie et il n'y est pas revenu. C'est ça que je trouve pas normal, parce que tout le monde, compte tenu du nombre de sociétés offshore au Panama,
Si l'objectif est d'obtenir des échanges d'informations avec ce pays, il faut que ce pays soit capable juridiquement de donner ces renseignements. Et il ne s'est jamais doté des critères qu'a élaboré le Forum mondial chargé de respecter les progrès de ce type de pays non coopératifs. Il y a quelque chose d'insupportable à choyer avec l'argent public, l'hébergement, la nourriture, l'encadrement, les psychologues, des gens qui participent de ces filières djihadistes, qui parfois reviennent de ces zones de combat en Syrie ou en Irak. C'est évidemment une réponse totalement inadaptée aux frais du contribuable et de surcroît dans des centres qui ne sont absolument pas sécurisés et donc qui mettent gravement en péril les populations. Donc vous dites non au centre de déradicalisation. Oui, mais ça n'a aucune efficacité. Écoutez, c'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut évidemment les mettre hors d'état de nuire, c'est les mettre en prison pour protéger la société. Pour les pêcheurs, une seule priorité, réduire le nombre de normes dans leur travail. Un message que la sénatrice dit avoir entendu. Je suis arrivée au Sénat en 2014. On parle systématiquement de simplification, de réduction des normes. Il faut qu'on ait ce souci-là en permanence. On en parle pour l'agriculture, on en parle pour la pêche, on en parle pour les entreprises. Il faut absolument qu'on évite de surtransposer les normes européennes déjà, mais aussi qu'on évite de rajouter des normes systématiquement. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, bien sûr. Avant, c'est votre rendez-vous matinal, Territoire d'Info. Puis à partir de 22h, votre émission On va plus loin avec vos débats, décryptages et puis les grands entretiens cette semaine. Merci encore. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.